Controversé dès ses débuts, on l'a vu dans ce documentaire, qui continue d'ailleurs de susciter le débat. Vous le faites via les réseaux sociaux avec le hashtag UMED et nous allons en débattre nous aussi avec nos invités que je salue. Bonjour Alain Duhamel. Bonjour. Journaliste, essayiste, éditorialiste à RTL. Votre dernier ouvrage, Journal d'un observateur, vient de paraître en cette rentrée aux éditions de l'Observatoire. Bertrand Mathieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes constitutionnaliste, professeur à l'université Panthéon-Sorbonne, président de l'Association française de droit constitutionnel. Bonjour Hervé Guémard, bonjour. Président du conseil départemental de la Savoie et membre du conseil d'administration de la Fondation Charles de Gaulle. Jean-Yves Lecomte, bonjour. Vous êtes sénateur socialiste des Français de l'étranger et membre de la commission des lois. Alors, on l'a entendu à la fin du documentaire, Pierre Joxe, un jour ce régime amènera des troubles, la Ve République fait courir des risques à la France. Ça rejoint le mot de Pierre Mendès France, la Ve République est née dans la rue, elle finira dans la rue. Et alors c'est complètement l'inverse de ce que disent un certain nombre d'observateurs aussi. Ce régime nous a permis de traverser de grandes périodes de troubles. Alain Duhamel, où est le vrai ? Écoutez, les régimes parlementaires ont souvent sombré, eux aussi, parce qu'ils avaient affronté des difficultés auxquelles ils ne parvenaient pas à faire face. Ça a été vrai de la Troisième République, c'était vrai de la Quatrième République. Donc ceux qui utilisent l'arme d'un système parlementaire serait meilleur, disons encore faut-il qu'ils arrivent à le démontrer. Ça n'est pas évident. En ce qui concerne la Ve République, je dirais que moi, ce qui m'a frappé, au fond, c'est deux choses. La première, c'est la présidentialisation croissante et continue, d'étape en étape, correspondant tout à fait à la conception originelle qu'en avait le général de Gaulle pour lui-même, mais qui ensuite, avec chaque révision constitutionnelle et à cause de la pratique, a été dans un sens de plus en plus clairement présidentialiste. Et l'autre chose, évidemment, mais tout le monde le sait, c'est son extraordinaire souplesse et sa capacité d'adaptation. Alors souplesse, mais aussi robustesse. Jean-Yves Lecomte, au moins, on lui trouve beaucoup de défauts à cette Constitution, mais voilà, elle a traversé les époques. Elle a traversé les époques, mais en changeant beaucoup aussi. Souplesse, effectivement, puisque finalement, François Mitterrand, puis Jacques Chirac après, avec la cohabitation, ont démontré que c'était quand même un régime parlementaire. Elle a évolué, je dirais, dans un sens positif et négatif à la fois. Le sens positif, c'est le contrôle constitutionnel qui a évolué. L'aspect négatif, c'est que finalement, on est arrivé de quelque chose. Le général de Gaulle voulait quelque chose de très présidentiel, mais finalement, l'influence de Michel Debré, l'influence finalement des gens de la Quatrième République ont fait que le régime était assez balancé au début. Le référendum de 62, et puis finalement après. Les réformes de Lionel Jospin ont complètement présidentialisé le régime. Vous voulez parler du quinquennat notamment ? Le quinquennat et l'inversion du calendrier. Le rétablissement des calendriers. Non, parce que... Si. Et ça a profondément changé les choses. Et aujourd'hui, le système pose une réelle difficulté démocratique. Et en même temps, je considère que c'est un système qui ne nous permet pas, en France, d'être pleinement intégrés à la construction politique de l'Union européenne. Alors, on va parler de tous ces défauts, de tous ces ajustements. Avant cela, tout de même, Hervé Guémard, à vous aussi, je pose cette question, s'il faut trouver au moins une qualité à ce régime. Il n'y a pas de bon régime en soi. Vous savez, André Malraux, qui n'était pas un grand constitutionnaliste, avait fait cette vérité de bon sens, mais les institutions deviennent ce qu'en font les nations. Bon. Et je crois que la nation française, depuis 60 ans, a fait de la Constitution de la Ve République un régime robuste, pragmatique, évolutif, et je pense que c'est le régime qui convient le mieux à la France. J'entends souvent une critique en disant « Ah, mais le Parlement n'a pas assez de pouvoir, les parlementaires ne sont pas assez opposés au gouvernement ». J'ai été parlementaire et membre du gouvernement pendant près d'un quart de siècle. Où est le scandale que des parlementaires soutiennent une majorité à laquelle ils appartiennent et un président qu'ils ont appelé de leur vœu ? Il y a une cohérence entre l'exécutif et le Parlement sous la Ve République, et je ne vois pas ce qu'il y a de scandaleux à cela. Donc merci au général de Gaulle et aux constituants de 58, parce qu'il n'était pas tout seul, comme il a été rappelé, parce que pendant l'été 58, tous les partis politiques de la 4e finissante et leurs leaders ont participé au comité consultatif constitutionnel. Donc je pense que c'est un régime robuste, équilibré,
qui a su traverser les cohabitations et qui convient à notre pays. On aura l'occasion de reparler du rôle du Parlement. Avant cela, Bertrand Mathieu, je me tourne aussi vers vous. Ce régime, il a su évoluer effectivement au prix de très très nombreuses réformes constitutionnelles. Oui, alors je crois que ces réformes, elles n'ont pas toutes la même importance. Il y a des réformes qui ont été fondamentales, notamment celle de l'élection du président de la République au suffrage universel, de même que la révision qui a limité la durée du mandat du président de la République en rétablissant en effet le calendrier des élections parlementaires et d'élections présidentielles. Et puis il y a eu d'autres réformes. Il y a des réformes qui en fait s'inscrivent dans la construction européenne et qui ont finalement limité d'une certaine manière la souveraineté nationale pour participer à la construction européenne. Et enfin, en effet, des révisions qui ont eu tendance à renforcer considérablement le rôle du juge. Et ça, c'est un nouvel équilibre. Mais ce que je crois, ce qu'elle a gardé, cette Constitution, et on y reviendra peut-être, c'est finalement, contrairement à ce que disent certains de ses détracteurs, c'est une Constitution profondément démocratique. Parce que les électeurs choisissent véritablement la politique qui va être menée. Regardez, en Allemagne ou en Italie, on a des gouvernements de coalition, c'est en fait après l'élection que les choix politiques sont véritablement opérés. Vous parlez de constitution démocratique. On parle parfois, au sujet de la Ve République, de monarchie républicaine. Et à ce sujet, je voudrais vous faire regarder un extrait, puisque cette émission est réalisée en partenariat avec l'INA. Extrait du 5 juin 1982, François Mitterrand, en majesté, à Versailles, conférence de presse. Nous sommes à la veille du G7 que le président socialiste élu un an avant organise donc dans le château de Versailles. Il paraît j'ai vu dans un journal qu'un de nos amis hollandais avait dit « mais c'est pas très républicain tout ça ». Mais le peuple de Paris est venu aussi à Versailles. Il n'y a pas que les monarques. Ils s'y sont même rencontrés dans des jours difficiles. J'ajoute que la République est dans ses meubles, quand même, non? Ça fait déjà un bout de temps. Alors Alain Duhamel, c'est quand même l'ironie de l'histoire. François Mitterrand, qu'on voyait dans le documentaire, qui finalement est le premier pourfendeur de la Ve République et qui est l'un de ceux qui contribuent à l'installer par l'alternance. Alors, vous connaissez sa thèse. Sa thèse, c'était ces institutions, avant moi, elles étaient mauvaises, après moi, elles redeviendront, avec moi, ça va. Hein, c'était sa grande... Bon, c'est évident qu'il a été le principal procureur et le plus talentueux de la Ve République, le plus excessif aussi d'ailleurs. Et puis, il est parti du principe que la gauche au pouvoir sous ce régime, c'était une telle nouveauté qu'il fallait que l'exécutif puisse utiliser tous les moyens constitutionnels et politiques dont il disposait. Et c'est ce qu'il a fait sans l'ombre d'une hésitation et sans l'ombre d'un regret. Il a été aussi président, avec des décisions différentes, mais aussi président que le général de Gaulle avait pu l'être. Je dirais que des présidents, des 8 qui se sont succédés, je dirais que les plus présidentialistes de tous, c'était le général et lui. Je voudrais qu'on ouvre une nouvelle page d'ailleurs dans ce débat qui concerne précisément la personne. Les présidents, Pierre Jox disait dans le documentaire, c'est une constitution qui rend fou en quelque sorte parce que vous avez le suffrage universel, des millions de voix qui vous tombent dessus. La rencontre d'un homme et d'un peuple, Jean-Yves Lecomte, c'est une mythologie qui fonctionne encore? Ça ne fonctionne plus. Ça fait semblant de fonctionner pendant quelques mois. Mais regardez, ça fait le 4e quinquennat depuis Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. On constate qu'au bout de 18 mois, la majorité n'est pas adéquate par rapport à l'opinion publique. Les gens hésitent, on ne sait pas ce qu'il va faire. Il reste encore 3 ans et demi. Nicolas Sarkozy, un an après, il a fait face à la crise financière de 2008. Il a fallu qu'il se réinvente. Il n'avait rien pour se réinventer. Il n'y avait pas d'outil démocratique pendant 4 ans. Comment voulez-vous faire dans ces cas-là? Et quand on constate la situation actuelle où en plus l'alternance droite-gauche a été cassée par la rencontre d'un homme avec le peuple en 2017, on ne voit même pas l'alternance possible. Or la démocratie, c'est la capacité de voir clair sur les alternances possibles, sur les débats politiques. Il y a un point de politique, mais il y a aussi un point de psychologie. Ce qu'on comprend au travers de ces réflexions, c'est que le costume taillé par le général de Gaulle est peut-être trop grand pour ses successeurs, Hervé Gaymard. Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il y a à l'évidence une crise de la démocratie représentative. C'est-à-dire qu'auparavant, on votait pour un député ou un président
et on lui laissait le temps pendant son mandat de faire ses preuves, désormais le lendemain il n'est déjà plus légitime. Enfin, j'exagère un peu, et avec le développement de la démocratie d'opinion et des réseaux sociaux, c'est encore pire que ça ne l'était. C'est l'évolution de l'époque, mais pas oui, la faute du régime. Mais c'est pas la raison, c'est pas pourquoi cela invalide l'élection du président de la République au suffrage universel. Pas ça, Peut-être ajouter quelque chose. Les 5 ans et la phase avec l'élection législative, certainement. Bertrand Mathieu. Moi, j'irais presque un peu plus loin pour dire qu'en fait, dans une situation générale où la démocratie représentative est en effet en crise, probablement pour toute une série de raisons, dont le fait que les personnes que l'on élit ne sont plus réellement celles qui ont le pouvoir. Et là, c'est peut-être cette déconnexion entre l'élection et le pouvoir qui est un problème. Mais je crois que finalement, cette Constitution, c'est le squelette qui, d'une certaine manière, nous protège dans cette crise générale de la démocratie. Elle ne participe pas à la crise de la démocratie, elle en limite probablement les dégâts et les effets. Alain Duhamel, vous n'étiez pas d'accord avec Jean-Yves Lecomte. D'abord, cette Constitution, c'est la première Constitution qui soit explicitement thérapeutique. C'était l'idée du général de Gaulle. Il fallait construire des institutions qui arrivent à neutraliser les défauts français classiques, l'instabilité, les querelles, l'absence d'unité, etc. Ce sont les 258 fromages. Voilà. Et ça a été construit comme ça. Et il le disait d'ailleurs. Bon, l'autre chose, c'est que vous avez tout à fait raison de dire qu'au bout de 6 mois, plus personne n'est populaire, bien entendu. D'ailleurs, on peut même remonter au-delà. C'était pas 6 mois, mais François Mitterrand, au bout d'1 an, était beaucoup moins populaire qu'en arrivant. Mais l'intérêt et l'originalité et la spécificité des institutions de la Ve République, c'est que quand on est plus populaire, on peut quand même présider et gouverner. Et que c'est vrai que c'est plus facile de le faire quand on est populaire, mais on a non seulement la légitimité de l'élection, mais les moyens institutionnels de la décision. Et ça reste jusqu'à la fin d'un mandat. Emmanuel Macron a été élu pour 5 ans, il a le droit de présider pour 5 ans. Il se heurtera à des difficultés, à des oppositions, à des objectifs. Quant à l'idée selon laquelle la frontière gauche-droite serait durablement bouleversée, on n'en sait rien. En 5 ans, la frontière gauche-droite, elle peut très bien ressusciter. Alors, la Ve République a un antidote contre les travers des Français et contre les travers de l'époque. Jean-Yves Lecomte, vous êtes en désaccord avec ça ? Je pense que le débat de 58 n'est plus le même que celui d'aujourd'hui. Le débat de 58, il était par une situation politique qui était intenable. Aujourd'hui, finalement, il s'agit de se poser d'autres questions. Bien entendu, il y a une crise de la démocratie représentative qui traverse toutes les vieilles et grandes démocraties. Et principalement, c'est vrai, tout ce qui tourne autour du Parlement. Mais ce n'est pas une raison pour finalement remplacer, dire... Le plus important, c'est que le pouvoir puisse s'exercer pendant le mandat. Non, la démocratie, c'est tous les jours. La démocratie, c'est tous les jours. C'est l'engagement des citoyens tous les jours. C'est la capacité des citoyens de pouvoir être dans des partis politiques, de pouvoir être dans des syndicats, de pouvoir être dans des associations et de peser sur les choses. C'est pas juste le rapport du chef de l'État avec l'ensemble de la population. Et c'est ça l'évolution négative. Et de ce point de vue... Pierre Jox, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il dit à la fin, parce qu'il y a eu des réformes, mais les réformes que les socialistes finalement ont portées, elles ont caricaturé la Ve République plutôt que la corriger. Puisque finalement, le quinquennat, on constate aujourd'hui qu'il n'a fait que renforcer la présidentialisation du régime. C'est ce que vous disiez d'ailleurs, Alain Duhamel, tout à l'heure, dès le début de ce débat. Ça devient quand même de plus en plus, la Ve République, l'affaire d'un homme seul dans une structure, dans une société de plus en plus horizontale. C'est un problème, non ? C'est une difficulté, mais qui existe également pour les régimes parlementaires. La chancelière, je ne crois pas qu'aujourd'hui, elle dispose d'une plus large autonomie qu'Emmanuel Macron. Je dirais même que c'est l'inverse. Et je relève au passage, puisqu'il y a la question de la présidentialisation, je relève au passage que dans la réalité des choses, le Parlement le plus puissant, c'est le Congrès américain, dans un régime présidentiel, parce qu'il dispose effectivement de moyens de contrôle et contrepoids. D'autant plus fort que les majorités sont étroites, évidemment, et d'autant plus fort qu'il y a les élections de mid-term qu'on va connaître le mois prochain. Mais le président américain est sans doute mieux contrôlé par les parlementaires que ne l'est le président français, mais que ne le sont aussi certains premiers ministres. Ça dépend des circonstances.
Hervé Guémard, depuis tout à l'heure, je vous sens en désaccord avec Jean-Yves Lecomte sur cette question. Cette constitution de la Ve République, ce n'est pas, selon vous, l'affaire d'un homme seul. Non, où j'étais en réserve par rapport à ce que disait M. Lecomte, c'est qu'il dit, je suis d'accord avec lui pour dire la démocratie, ça se fait tous les jours, il y a des partis politiques, etc. Mais la démocratie, ça ne veut pas dire la paralysation de la décision politique. Il y a un moment pour délibérer, il y a un moment pour débattre, il y a un moment pour voter, il y a un moment pour agir. Et c'est un reproche qui a été fait à la Ve République. Oui. On a dit que les réformes n'ont pas été faites pendant 20-25 ans. Ce n'est pas lié aux institutions, c'est lié au corps social, à la vieille propension gauloise, aux dissensions et aux querelles que fustigeait le général de Gaulle, mais ce n'est pas lié aux institutions, il ne faut pas se tromper. Nous avons la chance d'avoir des institutions qui permettent de décider. Alors après, si les décideurs ne décident pas, ce n'est pas de la faute des institutions. Bertrand Mathieu. Il faut ne pas se tromper en considérant que l'on va développer à l'infini le pouvoir d'empêcher au détriment du pouvoir d'agir. Et on est un peu aujourd'hui dans une logique où on renforce considérablement, on essaye de renforcer les contre-pouvoirs, mais on efface déjà un pouvoir politique qui est en partie impotent pour toute une série de raisons, et on a tendance encore à l'enfermer dans des liens. Et ça, je ne crois pas que ça soit forcément une bonne chose, et qu'au contraire, la Constitution de la Ve République donne une certaine marge de manœuvre au président, et je crois que c'est une bonne chose. Et quant au pouvoir solitaire, on l'a probablement renforcé par l'instauration du quinquennat, parce qu'on avait avant nécessairement une élection législative en cours de mandat, ce qui rejoint un peu ce que disait Alain Duhamel sur une certaine forme d'équilibre que l'on a perdu. Et ça va être l'occasion d'entendre François Hollande tout récemment à Cherbourg sur une des incongruités, on va dire, de cette Ve République, puisqu'on parlait de l'affaire d'un homme seul, mais ils sont deux tout de même. Il y a le président et le Premier ministre dont on parle régulièrement et que certains souhaiteraient supprimer. François Hollande parle d'expérience et s'est exprimé pour la première fois en ce sens il y a quelques jours. Je pense qu'aujourd'hui, le président de la République est la clé de voûte de nos institutions. Il est celui ou celle que les Français ont choisi par un vote, et le suffrage universel est irréversible pour l'élection du président de la République. Et je ne suis pas favorable à un retour à je ne sais quel régime parlementaire. Et je pense néanmoins que la coexistence d'un président et d'un Premier ministre est devenue très difficile à comprendre dans le fonctionnement des institutions. Donc je pense qu'il faudra un jour clarifier cette situation, parce que le président est la clé de voûte, mais doit avoir des contre-pouvoirs face à lui qui l'encadrent, qui l'empêchent. Alain Duhamel, depuis le temps qu'on en parle, supprimer le Premier ministre, ce serait changer de régime ? Ce serait pousser jusqu'au bout la logique présidentielle. S'il n'y avait plus de Premier ministre, mais s'il n'y a plus de Premier ministre, ça veut dire qu'il ne faut plus qu'il y ait évidemment de droit de dissolution ni de responsabilité gouvernementale. Bon, ça veut dire qu'on est à ce moment-là dans un régime présidentiel totalement classique. Moi, je ne suis pas pour la suppression du poste de Premier ministre. Je relève au passage, parce que ça m'avait frappé et amusé, que dans son livre sur les leçons du pouvoir, François Hollande avait écrit qu'au fond, à l'expérience, il était pour la présidentialisation intégrale. Et que dans les centaines d'articles qui ont eu lieu à propos de ce livre, personne n'en parlait. Alors que c'était ça. C'est pour ça qu'il a éprouvé le besoin d'y revenir. C'est très possible. Effectivement. Cela étant, moi je ne suis pas pour la suppression du Premier ministre ni de la responsabilité du gouvernement, mais pour une raison très simple, c'est que je pense qu'on est un peuple passionnant, inventif, critique, insupportable, instable, vraiment instable par nature, et qu'il nous faut des amortisseurs dans la Constitution. Et que le Premier ministre, la responsabilité gouvernementale et le droit de dissolution, ce sont des amortisseurs. Ce sont des instruments de résolution des crises. Ben oui. Et si on enlève ces outils de résolution des crises, elles se résoudront ailleurs que sur le plan institutionnel. Hervé Guémard. Deux remarques. La première, c'est que par définition, il ne peut pas y avoir de problème entre l'Élysée et Matignon, puisque le Premier ministre procède du Premier ministre et ensuite à la confiance... procède du président. Du président, pardon, et ensuite à la confiance. Deuxièmement, au quotidien, l'action gouvernementale, elle se fait à Matignon. Il y a toute une machinerie gouvernementale qu'ont inventée avant 1940 Pierre-Étienne Flandin et surtout Léon Blum, qui est le premier à avoir créé le secrétariat général du gouvernement. Donc la machinerie a décidé
à agir, à coordonner, elle est à Matignon. L'Élysée n'est pas armé pour ça. Non. Et d'ailleurs, je trouve que dans la pratique institutionnelle, ce qui se passe en ce moment sous Emmanuel Macron est intéressant parce qu'il y a beaucoup de conseillers communs à l'Élysée et à Matignon. Et je trouve que c'est un facteur de cohérence qui est tout à fait remarquable. Jean-Yves Lecomte, sur cette question de la suppression éventuelle du Premier ministre, rapidement. Ça me rappelle un échange que j'avais eu avec lui en 2011 où je lui avais demandé s'il était favorable à supprimer l'inversion du calendrier et il avait dit non. Parce que finalement, c'est le meilleur moyen pour quelqu'un qui vient d'être élu d'avoir une majorité. Une très large majorité. Mais je veux dire, je pense qu'on a besoin. Vous évoquez la construction européenne en disant finalement, en fait, voilà, il y a un certain nombre de politiques qui se décident au niveau européen, et par conséquent, bon, voilà, les parlementaires et le président de la République, ils ont eu une souveraineté relative parce qu'il y en a une partie qui est transférée au niveau européen. Et je pense que si on veut aller plus loin, ou si on veut même contrôler démocratiquement les évolutions européennes, on ne peut pas aller dans le sens d'un régime qui est complètement contraire à nos 27 autres ou 26 autres partenaires de l'Union européenne. On n'en a pas un seul qui a un régime présidentiel. Il y en a quelques-uns qui élisent leur président de la République au suffrage universel, mais finalement c'est un président de la République de cohabitation. C'est un arbitre. C'est pas le chef du gouvernement, que ce soit au Portugal, en Roumanie, en Pologne ou en Autriche. Et par conséquent, si on a finalement... Parce que l'élection présidentielle est la mère de toutes les élections. Elle conditionne tout le reste. Les forces politiques, leurs relations entre elles, etc. Si vous faites de ça la seule élection et qu'on supprime encore plus le Premier ministre, finalement, on aura une vie politique insoluble avec le reste de l'Union européenne et on ne pourra pas progresser dans la démocratisation de l'Europe. C'est la raison pour laquelle le schéma américain, il est théoriquement intéressant, mais il n'est pas viable pour une France dans l'Union européenne. Dans l'Union européenne. Vous évoquez d'une certaine manière le fait majoritaire quand vous parlez de la question de l'ordonnancement du calendrier électoral. C'est vrai que c'est là aussi une des spécificités de cette Constitution. Et je voudrais vous entendre là-dessus parce que la réforme voulue par Emmanuel Macron, elle devait introduire une dose de proportionnel. Est-ce qu'il faut corriger l'une des caractéristiques de la 5e, c'est-à-dire le fait qu'elle procure au président une majorité forte, Alain Duhamel? Moi, je suis évidemment partisan qu'un président, quelle que soit son orientation et les moyens politiques de sa politique, donc dispose d'une majorité parlementaire cohérente et de préférence durable. Mais à ce point, mais ça dépend surtout, en réalité, du caractère du président de la République. Il est possible de mener une politique avec une majorité étroite si on en a l'énergie. Il est impossible de le faire même si on a un soutien législatif important si on est de caractère plus faible. Donc je ne pense pas que ce soit vraiment ça le cœur des choses. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est l'étroitesse croissante de la marge dont dispose effectivement le pouvoir politique par rapport au pouvoir économique, démographique dans le monde. Et en face de ça, je pense que le fait d'avoir un système en France néo-présidentiel qui conserve la plupart des pouvoirs au chef de l'État français, c'est un privilège dont on aurait bien tort de se passer. Et en Europe, ça ne pose aucun problème d'ordre pratique dans la prise de décision, que ce soit au Conseil européen, évidemment à la Commission, ni au Parlement européen, qui, Dieu merci, a des pouvoirs croissants et qui, je pense, vont continuer à croître. Mais ça permet aussi au président français, du point de vue de notre égoïsme national, d'avoir une capacité de décision dans les institutions européennes que n'ont pas les autres chefs de gouvernement. Mais je vous repose la question aux uns et aux autres quand même, parce qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas nier, c'est que les oppositions dans la Ve République ne sont pas toujours bien représentées, à proportion en tout cas de ce qu'elles représentent dans l'opinion. Il y a deux systèmes électoraux. Il y en a un qui est très juste et probablement peu efficace, et il y en a un qui est très efficace et moins juste. Le problème, c'est qu'on peut discuter à l'infini de l'équilibre, mais je crois qu'en fait, pour reprendre votre question, la Ve République repose largement sur l'élection du président de la République au suffrage universel direct et sur un système majoritaire. Alors qu'on pourrait imaginer corriger d'un peu de proportionnel, mais en tout cas, il ne faut pas que la correction conduisent à une remise en cause des effets du système majoritaire. Le problème, c'est qu'il y a un de ces éléments qui est dans la Constitution et l'autre qui n'est pas dans la Constitution, et qui peut donc être modifié assez facilement, et je crois que c'est un des problèmes qui se posent. On pourrait déstabiliser assez facilement les institutions par une réforme qui ne serait pas une réforme constitutionnelle. Parce qu'à chaque fois qu'on réforme la Constitution, il y a des effets induits qu'on n'attendait pas.
Notamment, d'ailleurs... Moi, je pense que la proportionnelle est un poison. Pour deux raisons. La première, c'est que les députés ne sont pas élus par les électeurs, mais nommés par les partis politiques, parce que vous êtes élu si vous êtes bien placé sur la liste. Et ensuite, ça remet en cause l'équilibre des institutions, et ça ne permet pas de mettre en œuvre des majorités claires. Quand on regarde l'histoire politique d'Israël depuis 50 ans, c'est tout de même assez édifiant. Ce sont des partis minoritaires, ce sont des individualités qui font danser tout le monde. Et c'est ce qu'on avait sous la 4e, avec ces fameux groupes charnières, dont a d'ailleurs beaucoup profité M. Mitterrand avec l'UDSR, puisqu'il était de tous les gouvernements, puisque les quelques voix dont il disposait permettaient de faire ou défaire les majorités. Donc je pense qu'il faut que le député soit à portée d'engueulade, qu'on ait de bonnes vieilles circonscriptions, et ça, c'est la démocratie. D'ailleurs, en 58... selon laquelle la proportionnelle serait plus démocratique, ça n'est pas... Ça, c'est une billevesée, comme disait Raymond Barre. D'ailleurs, en 58, c'est Guy Mollet, leader de la SFIO, le Parti socialiste de l'époque, qui était ministre d'État, ministre de l'Intérieur du général de Gaulle, qui a voulu supprimer la proportionnelle. Il y a un contre-pouvoir dont on parle finalement pas du tout dans ce documentaire et dont je voudrais qu'on parle ici, puisque c'est le lieu. C'est le Sénat, depuis le début, et vous allez le constater avec cette archive qu'on va vous regarder maintenant. Écoutez ce que disait Gaston Monnerville, le premier président du Sénat de cette 5e République. Le Sénat a été créé pour incontestablement maintenir l'équilibre entre les pouvoirs, entre les deux assemblées d'une part, entre le gouvernement et le Parlement d'autre part. Et je crois que les pouvoirs nouveaux qui nous sont donnés, car ils sont bien plus élargis que vous ne semblez le penser, les pouvoirs nouveaux qui nous sont donnés, pouvoir législatif total, pouvoir politique que n'avait pas le Conseil de la République, mais qu'a le Sénat aujourd'hui, ce seront des éléments qui pèseront utilement dans la vie nationale. Jean-Yves Lecomte, ça c'est toujours vrai. Hein. Le Sénat, encore dans l'actualité récente, il a fait preuve de son indépendance. C'est toujours vrai, on le voit. Quelquefois, il a fait blocage sur un certain nombre de réformes constitutionnelles en particulier. Mais on voit aujourd'hui effectivement à quel point c'est la Chambre du Parlement qui effectivement est totalement non dépendante du pouvoir exécutif, puisque finalement l'élection des députés procède du président de la République, donc la séparation des pouvoirs elle est assez limitée. Mais je voudrais quand même revenir sur ce qui a été dit. Je partage globalement, à partir du moment où il y a la responsabilité du gouvernement face à l'Assemblée nationale, il est important que l'Assemblée nationale dispose d'une majorité. Et par conséquent, je ne remettrai pas personnellement en cause l'élection au suffrage majoritaire. Par contre, je pense que sur les derniers quinquennats, on a vu des présidents qui ont trop facilement utilisé et usé leur capacité de décider sans tenir compte un peu au-delà finalement d'une assemblée qui ne représentait pas qui n'était pas la représentation des opinions de la nation, et donc qui les a fragilisés parce qu'ils n'ont pas tenu compte finalement de la complexité des opinions. Vous voulez dire que paradoxalement ces assemblées pléthoriques, ces majorités pléthoriques sont une fragilité pour le président. Aurait mieux réussi son quinquennat s'il avait essayé autant que possible de tenir la majorité de gauche qu'il y avait au Sénat au début, plutôt que de s'appuyer systématiquement sur la facilité qu'il avait, parce qu'il avait une majorité absolue de députés socialistes. Alors Raphaël Guémard, je voulais vous entendre sur quelque chose qui a été induit dans une réflexion de Bertrand Mathieu tout à l'heure. Il y a dans toutes les réformes constitutionnelles des effets induits qu'on n'attend pas, et ça a été le cas notamment du quinquennat. Vous étiez favorable au quinquennat lorsque la réforme a été proposée par Lionel Jospin. Vous n'y êtes plus favorable aujourd'hui ? En 2002, il y a eu deux décisions. La première a été de rétablir le calendrier normal, parce que je vous rappelle que si nous ne l'avions pas rétabli, on aurait voté pour les députés avant de voter pour le président de la République, ce qui, dans le régime dans lequel nous sommes, eût été baroque. Donc je pense que c'était une décision de bon sens de rétablir le calendrier initial, parce que je rappelle que le calendrier n'était plus convenable, parce qu'il y avait eu la dissolution de 1997, sur laquelle je ne reviendrai pas. Sur la question du quinquennat, je pense que le vrai sujet n'est pas le quinquennat ou le septennat, mais ce que les électeurs attendent de l'homme ou de la femme, il n'y en a pas encore eu, qu'ils ont élu. Ce qui est très frappant, c'est qu'on ne peut pas dire à un homme qui a été élu par tous les Français de rester sur son Aventin. Bon, il est bien obligé d'intervenir dans le débat politique, peut-être pas quotidiennement bien sûr, mais en tout cas davantage que dans les années 60 ou dans les années 70. Et de ce point de vue-là, le quinquennat correspond en gros
au rythme de la démocratie. Donc je ne suis pas sûr, pour tout vous dire, que la question quinquennat ou septennat soit aussi majeure que certains le disent. Est-ce que le rythme de la démocratie imposé par cette Ve République correspond à ce rythme frénétique de l'actualité, notamment le rythme des médias, Alain Duhamel? Je dirais qu'un des facteurs nouveaux qui est postérieur à l'instauration du quinquennat, c'est le pouvoir non seulement de l'information continue, mais des réseaux sociaux. C'est-à-dire, en clair, compte tenu de leur importance, du nombre de Français qui les consultent, de la place que ça tient dans le débat, ça signifie qu'il y a une sorte d'opposition sauvage à toute décision gouvernementale ou présidentielle. Et ça crée une pression qui n'est pas propre à la France, mais dont on voit partout dans les démocraties que ça constitue un handicap supplémentaire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que le pouvoir exécutif, et le président en particulier, ne tiennent pas compte des messages qu'envoie l'opinion. Mais je dirais que entre les syndicats, entre les élus locaux, qu'on a toujours tort de laisser de côté dans les formes de dialogue institutionnel, les réseaux sociaux et l'information continue, il me semble que les pouvoirs de contrôle démocratique sont extrêmement nombreux. Le Conseil constitutionnel joue très bien son rôle et, à mon sens, la Cour des comptes joue trop bien son rôle, c'est-à-dire qu'elle ne se contente pas de juger de la politique budgétaire du gouvernement, ce qui est son travail, mais elle a un peu tendance à indiquer quelle est la politique économique que devrait suivre le gouvernement, ce qui là est au-delà de ses compétences. Un dernier mot, Bertrand Mathieu. Oui, simplement, j'allais reprendre cet élément, notamment sur le contrôle de constitutionnalité. On dit qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Vous avez parlé très justement du Sénat, mais il y a en effet ce contre-pouvoir du juge constitutionnel, qui est un pouvoir considérable. Et qui s'est accentué. Et qui s'est accentué. Il y a là véritablement un contre-pouvoir. Et c'est une nouvelle balance. On raisonne toujours à l'intérieur du pouvoir politique, mais si on regarde plus largement l'exercice du pouvoir, on trouve en effet les réseaux sociaux, on trouve le juge, on trouve les forces économiques, et on est dans un système où il y a énormément de contre-pouvoirs. Et là-dessus, la Ve République continue d'être éprouvée, d'être robuste face à cette nouveauté, vous dites, Alain Duhamel. Disons que le président de la République a les moyens de décider, s'il en a le caractère, et qu'il ne risque pas de ne pas être contrôlé. Merci à tous les quatre d'avoir été présents. Je voudrais citer, Alain Duhamel, votre dernier livre, à nouveau Journal d'un observateur, qui est paru à la rentrée aux éditions de l'Observatoire. Votre histoire personnelle aussi de la Ve République aux éditions Plomb en 2014. Bertrand Mathieu, vous êtes auteur d'une révision de la Constitution mode d'emploi. C'est aux éditions Dalloz, c'est paru l'an dernier, en 2017. Quant à vous, Hervé Guémard, vous signez la préface d'une réédition chez Perrin de La discorde chez l'ennemi. C'est un texte de Charles de Gaulle qui vient tout juste, je crois, d'être réédité. Ouvrage qui a été rédigé en 1924. Je voudrais aussi citer cette histoire de la Ve République en bande dessinée, voilà, que nous devons à Thomas Legrand et au dessinateur François Varzala. C'est aux éditions des Arènes. Là aussi, ça paraît à l'occasion de ce 60e anniversaire de la Constitution. Merci beaucoup à tous les quatre. Un monde en doc se poursuit à présent avec deux films. D'abord, le Brésil. Élection présidentielle la semaine prochaine dans un climat délétère. Lula emprisonné, le candidat d'extrême droite victime d'une tentative d'assassinat qui fait désormais figure de favori. Rencontre avec une communauté de jeunes Brésiliens qui ont vécu tous les événements de ces dernières années d'un côté et de l'autre de l'Atlantique, à Paris et puis à Rio, dans un petit quartier d'Encantado. Encantado, c'est le titre de ce documentaire de Felipe Galvón. Et puis ensuite, nous parlerons de toute autre chose, l'avenir de nos centrales nucléaires. Nucléaire, la fin d'un mythe, signé Bernard Nicolas et Thierry Gadot. Public Sénat, avec le soutien de l'Institut national de l'audiovisuel, vous a présenté Un monde en doc.